Donc pour appuyer ce que je vais vous présenter aujourd'hui, je vais mobiliser mon expérience d'écoutante auprès de mères séparées et divorcées depuis 2011 et ma découverte des 3 planètes, à savoir comment les institutions se retournent contre les femmes et s'allient à l'agresseur. Puis je vais utiliser le travail de recherche que j'ai réalisé dans le cadre de mon projet de Master 2 sous la direction d'Arlette Gauthier. Il s'intitule « Je vous rendrai les enfants quand ma femme viendra se faire tuer ». Cestas, la construction d'un mythe comme stratégie d'occultation de la violence masculine. Ce Master 2, je le fais sous la direction d'Arlette Gauthier. Donc voilà, je l'ai peut-être déjà dit tout de suite. Donc je vais me servir également de l'analyse des données que nous avons en commun avec Pierre Guillaume sur les stratégies discursives et juridiques des groupes de pères séparés et divorcés. Nous verrons comment leurs stratégies d'occultation de la violence permettent le continuum des violences et le maintien du rapport d'appropriation des femmes et des enfants. Je poserai le contexte des entretiens que nous avons réalisés tous les deux auprès de mères accusées d'aliénation parentale en France. Pierre va donc les incorporer tout à l'heure dans son corpus. Enfin, j'aborderai la résistance féministe à ce backlash et la dynamique du réseau international des mères en lutte s'inscrivant alors dans cette reprise du pouvoir par les femmes. Donc depuis 2011, je suis écoutante à titre bénévole dans des structures françaises de mères séparées et divorcées et collectifs féministes. J'ai par exemple été recrutée par une association française qui s'appelle SOS Les Mamans, où je suis restée jusqu'au printemps 2018. Cette structure a depuis cessé son activité et je la remercie d'avoir offert pendant 10 ans un soutien à des femmes. Afin de mieux comprendre la dynamique des violences masculines, j'ai suivi de nombreuses formations en France et aussi un petit peu à l'étranger. Et la première de ces formations eut lieu à Paris, au collectif féministe contre le viol qui gère le numéro vert Viol Femmes Information, le 0800 05 95 95, formation auprès de Marie-France Casalis et Emmanuel Piet. Le modèle de la stratégie de l'agresseur, donc hier on vous a parlé de ce modèle de la stratégie de l'agresseur, a été construit à partir de l'analyse des nombreux appels passés à cette ligne téléphonique. En effet, selon ce modèle, l'agresseur adopte une stratégie lui permettant de garantir son impunité. D'abord, il choisit, il sélectionne celle qui deviendra sa victime. Ensuite, il organise l'agression ou les agressions en fonction de 5 priorités. Premier point, il va isoler la victime. Deuxième point, il va la dévaloriser, la traiter comme un objet. Troisième point, il va inverser la culpabilité. Quatrième point, il va instaurer un climat de peur et d'insécurité. Cinquième point, il va agir en mettant en place les moyens d'assurer son impunité. L'agresseur va alors recruter des alliés, organiser une coalition. Je peux, moi, être recruté parmi les alliés, mais au lieu de ça, je vais essayer de contrecarrer cette stratégie. Il veut l'isoler, je vais me rapprocher d'elle. Il l'humilie, il la traite comme un objet, je vais la valoriser. Il la rend responsable de la situation, je vais m'appuyer sur le droit et je désigne qui est la victime et qui agresse. Il fait régner la terreur, je me préoccupe d'assurer sa sécurité tout en lui démontrant la dangerosité de son agresseur. Et je résiste moi-même à l'emprise de la peur. Il cherche à assurer son impunité en recrutant des alliés. Je reste sur mes gardes pour ne pas être recrutée justement parmi ses alliés. Donc j'ai mobilisé immédiatement cette grille dès ma prise de poste. Depuis, je suis des formations chaque année. En effet, nos connaissances des mécanismes des violences doivent être sans cesse questionnées. Les formations ne se limitent pas au territoire français. Se renfermer sur soi ne permet pas de cerner tous les enjeux. Et c'est important de se tenir informé des nouvelles études. J'ai intégré par ailleurs des groupes violences intrafamiliales en région, que ce soit en mon nom ou par l'intermédiaire d'une autre structure féministe où je suis membre, qui s'appelle le Comité Manche Droits des femmes. Donc, mon travail consiste à répondre aux mails ainsi qu'à contacter une partie des femmes par téléphone. Je pose très peu de questions en fait et je laisse le récit se dérouler. Ensuite, si je leur donne des conseils pour leur procédure, je soutiens avant tout leur récit afin de déjouer la stratégie de l'agresseur. Il s'agit d'être solidaire avec ces femmes qui furent isolées, leur donner des forces pour affronter une nouvelle procédure, essayer de se protéger de leur ex-conjoint, mais aussi de leur permettre de retrouver une autonomie. J'estime ne pas avoir le droit de juger, de comparer, de douter. Je dois avant tout tenir compte de la peur et respecter la souffrance, car la personnalité d'une victime de violence conjugale a été massacrée. Les mères demandent de l'aide en général après la séparation, au moment de la décision de la justice aux affaires familiales ou du juge des enfants, ou lorsque des violences et des difficultés apparaissent, notamment dans le déroulement de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ou lors du dévoilement de violences sur les enfants. En France, nous n'avons pas de données sur les transferts de résidence aux hommes violents. Nous avons juste une statistique et nous savons que dans les cas de désaccord, le juge fixe 2 fois plus de résidence chez le père que dans les cas d'accord.
J'ai alors élaboré une série d'estimations à partir d'échantillons de mails reçus dans cette structure où j'étais écoutante. Ainsi, en 2016, 17,4% des mères contactaient l'association pour des résidences alternées imposées après des violences. 21% demandaient de l'aide pour une perte de résidence suite à une accusation d'éloignement géographique volontaire. 11% cherchaient à protéger les enfants des maltraitances paternelles. En complétant cet échantillon avec un corpus de 30 femmes, j'ai codifié 85% de situations de violence. Les femmes qui nous contactent aujourd'hui par l'intermédiaire du Réseau international des mères en lutte ou par l'intermédiaire éventuellement de nos mails personnels, puisqu'ils sont disponibles, ils sont publics en fait, nos mails personnels, cherchent avant tout à se protéger d'un ex-conjoint ou à protéger leurs enfants. Les institutions en général ont soit mal identifié les violences, soit leur ont reproché a posteriori d'avoir voulu se mettre justement en sécurité avec l'enfant. Après la séparation, mais ça vous le savez, le harcèlement est fréquent, surveillance du domicile, stalking, SMS, messages vocaux, courriels, visite à l'improviste, changement de dernière minute, contrôler la vie de la mère et l'enfant. Les occasions et les modules des violences sont très nombreux. Ils s'exercent systématiquement lors de l'échange de l'enfant par des gestes et propos violents à l'école, lors des activités extrascolaires, sur le cahier de correspondance, le carnet de santé de l'enfant, par téléphone. L'arrivée d'un nouveau conjoint est une autre occasion de recrudescence de la violence. Après avoir écouté le récit des femmes à qui une résidence alternée a été imposée, j'ai constaté que cette imposition, après les violences, faisait aujourd'hui partie de la stratégie de l'agresseur pour les poursuivre, car les occasions immobiles y sont démultipliées. L'agresseur instrumentalise la résidence alternée pour isoler géographiquement et socialement, assigner à résidence près de lui, dénigrer, harceler, terroriser, paupériser ses victimes. Bref, garder sous contrôle. Hier, nous vous avons parlé du modèle des 3 planètes. Donc à la séparation, les femmes qui verbalisent des violences à leur égard et à l'encontre de leur enfant se trouvent face à un mur. Et le système se retourne contre elles. Cette stigmatisation des mères a été mise en avant par Lorraine Radford et Marianne Esther, donc le modèle de la vie sur les 3 planètes. Donc moi, il m'a paru indispensable de comprendre pourquoi ces planètes n'étaient pas alignées. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous sommes tous et toutes ici présents aujourd'hui. Et très vite, en 2012, dès ma prise de poste, j'ai intégré aussi plusieurs groupes de veille antimasculiniste. Puis j'ai commencé une recherche en binôme avec Pierre Guillaume, puis seule, et aujourd'hui dans le cadre d'un Master 2, quand j'écoute ces femmes, les théories féministes matérialistes prennent sens également. Par exemple, la notion de sexage de Colette Guillaumin. Elle écrit par exemple que les enfants restent un très puissant outil de chantage en cas de désaccord conjugal. C'est leur possession que revendiquent les hommes et non leur charge matérielle, qu'ils s'empressent de confier à une autre femme, mère, domestique, épouse ou compagne. Et lors de ma prise de poste, une camarade féministe m'a parlé de Colette Guillaumin et puis elle m'a parlé d'un autre ouvrage, Un silence de morse, de Patricia Romito, et c'est depuis mon livre de chevet. Depuis leur création dans les années 1970, les associations de pères divorcés et séparés investissent le champ législatif et médiatique de la famille. Leur critique des tribunaux où ils s'estiment lésés et la réappropriation des discours autour de l'égalité parentale constituent les vecteurs privilégiés de ce lobby. Ils agissent au nom de la cause des pères, de la coparentalité ou déclarent combattre l'exclusion parentale par la promotion de théories antivictimaires comme le syndrome d'aliénation parentale. En France, je distingue pour l'instant 4 phases au mouvement: la germination dans les années 69 à 75, l'émergence et la consolidation des années 75 à 2000, leur reconnaissance institutionnelle autour des années 2000, et à partir de 2013, un renouveau du mouvement avec le printemps des pères, vous savez, ces pères qui sont montés sur des grues en France, mais aussi une meilleure coordination des résistances féministes. La première association de pères en France s'appelle la DIDEM, Divorcés hommes et de leurs enfants mineurs. Elle est créée à Grenoble fin 1969 par Marc Droulez. Elle est localisée à Chaville à partir de 71 et elle cesse son activité en 78. J'ai trouvé la trace d'une association d'IDEM aussi en Belgique en mars 1975. Une première scission donne naissance au mouvement de la condition masculine et paternelle en 1974. La condition masculine soutien de l'enfance est fondée suite à une nouvelle scission en 1975 du MCMP. La Fédération des mouvements de la condition masculine et paternelle est créée en 1977 et Michel Tison fonde SOS Papa en août 1990. En 2000, on a à peu près 25 associations officielles. L'identité collective des groupes de pères se construit autour de l'héroïsation de certains de leurs membres, ce qui n'est pas propre à ce mouvement, conjugué à la mise en avant de leurs souffrances.
Philippe Vesset, militant historique, dans un hommage aux héros perchés, écrit « Ils ont connu la souffrance indicible de se trouver un jour privés de leurs enfants sans motif, avec l'aval de la société. Ils se sont levés et ont escaladé des édifices imposants, y demeurant parfois plusieurs jours et plusieurs nuits au risque de leur santé, de leur sécurité, parfois de leur vie. De là-haut, du plus haut qu'ils le pouvaient, ils ont dénoncé l'injustice. » L'acte fondateur des associations de pères séparés en France est un double filicide. Dans un compte-rendu au gouvernement de 2015, un militant historique, le même dont j'ai parlé tout à l'heure, Philippe Vesset, associe la prise otage de Cestas au combat des pères amorcé il y a plus de 45 ans. Dès 1997, dans SOS Papa Magazine, Pascal Crawl écrit une histoire des associations de pères en France. Elle raconte qu'à Cestas, le gouvernement fait tirer sur un papa qui s'était cloîtré avec ses enfants parce qu'on lui en avait refusé la garde. Elle ajoute que ce qu'on classe généralement comme un banal fait divers se révèle être le point de départ de la première association de pères divorcés en France. Cette prise d'otage de 15 jours dans la région de Bordeaux fut couverte par la presse du monde entier. Elle s'est terminée par l'assassinat de 2 enfants, Aline et Francis, par leur père André Fourquet, qui s'est ensuite suicidé. La DIDEM publie en 1973 le livre noir du divorce et organise des actions spectaculaires, comme ici une action devant le tribunal de grande instance de Rouen le 10 novembre 1973. Elle bénéficie de la couverture médiatique d'un autre fait divers où 2 adhérents sautent avec une bombe destinée à tuer l'ex-femme de l'un d'entre eux. En 1975, un journaliste, Patrick Séry, écrit un article sur les pères divorcés. Après avoir évoqué Cestas, il ajoute « À Metz, un professeur de mathématiques tue son fils de 6 ans puis se suicide. Ce père, martyr du divorce, a eu droit à une minute de silence l'autre jour dans la conférence de presse annonçant la fondation du mouvement de la condition masculine et paternelle. De nos jours, dans un communiqué unitaire de janvier 2015, des signataires diffusent un extrait de la lettre d'adieu d'un père qui s'est jeté sous un train son enfant dans les bras afin de légitimer leur demande de prioriser la résidence alternée. Dans l'héroïsation des membres apparaît la victimisation. Associer des filicides à la naissance du mouvement des intérêts des pères divorcés et instrumentaliser ces meurtres nous renseigne déjà sur leur tactique de déresponsabilisation des hommes qui pourrait aussi être interprétée comme une menace à l'égard des femmes. Évoquer la souffrance permet en outre d'étayer leur thèse de la symétrie de la violence, et ce thème de la victimisation se retrouve aussi dans leur comptabilisation du nombre de pères qui se suicideraient chaque année. Une estimation d'Éric Verdier, qui n'a absolument rien de représentatif, extrapole avec un chiffre de 1000 pères par an. Cette instrumentalisation des suicides, à partir de ce chiffre, est destinée à agir en miroir face aux femmes tuées par leur conjoint et sert à appuyer les revendications auprès des législateurs. L'identité collective des groupes de pères se construit aussi par l'emploi d'un jargon misogyne, sexiste et antiféministe. Le livre noir du divorce du DIDEM se défend de misogynisme, mais précise s'attaquer au féminisme insidieux et totalitaire, puis à la femme abusive, et accuse les pensions alimentaires d'entraîner un parasitisme féminin. La thèse de la corresponsabilité de la violence conjugale y est développée, les violences sont légitimées et résulteraient des provocations de la femme. Le divorce est qualifié de parricide social et de malédiction jetée par la société démagogiquement féministe. Des articles de SOS Papa Magazine évoquent dès les premiers numéros l'égocentrisme maladif et vengeur des mères ou le génocide silencieux et perfide du père. La discrimination des pères est présentée comme le viol du droit du père d'aimer ses enfants. Au cours des années 2000, le mouvement s'est lancé dans une quête de respectabilité. Cela passe justement par la réappropriation de tous ces discours de lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et ils défendent alors l'égalité parentale plutôt que le droit des pères. Ces activistes cooptent le langage de l'égalité, mais pas l'esprit de l'égalité. Cet effort de respectabilité est balayé par de nouvelles structures comme SVP Papa qui revendiquent un langage plus agressif et homophobe où les femmes sont présentées comme des putes à CAF. La CAF, c'est la caisse d'allocation familiale en France. En février 2013, Serge Charnay, un des pères montés sur la grue de Nantes, justifie son vocable sexiste par « je pourrais penser à m'excuser pour tout ça, c'est vrai, mais la douleur des papas est absolument terrible ». Aurélie Filot-Chabot, qui a interviewé des membres d'associations de pères en France et au Québec, souligne que la rhétorique de la victimisation permet à ces groupes d'avoir accès à une reconnaissance politique. Cette reconnaissance légitime dans un premier temps les revendications et la souffrance des pères et permet dans un second temps de légitimer la lutte engagée par ces pères contre la perte des privilèges masculins.
En effet, dès leur création dans les années 70, ces militants utilisent le droit pour défendre leurs intérêts financiers, pour réaffirmer leur contrôle sur leur ex-conjointe à travers la résidence des enfants et pour se défendre d'avoir exercé de la violence à leur encontre. Donc, le livre noir du divorce du Didem s'attache à proposer des modifications législatives et réglementaires, ce que vous pouvez voir dans ce tableau. La Fédération des mouvements de la condition paternelle réalise des actions auprès des parlementaires lors des lois de 1987 et 1993, tandis que SOS Papa envoie dès le 20 septembre 1991 aux députés et sénateurs une proposition de modification de loi. Ces activistes insistent sur le fait que les mères ne doivent pas pouvoir s'éloigner géographiquement. Michel Tison, en 1991, explique que toute tentative d'affaiblissement d'un lien de l'enfant avec l'un de ses parents devrait faire l'objet de mesures pénales au titre de crime psychologique contre un enfant. Il milite, après la loi de mars 2002, dont SOS Papa revendique la paternité, pour prioriser la résidence alternée au nom d'une infime partie des hommes qui n'arrivent pas à l'imposer à leur ex-conjointe. SOS Papa et SVP Papa, le 8 juillet 2013, dans un groupe de travail sur la coparentalité, mis en place suite à l'action du Printemps des Pères, font valoir que les violences conjugales ne devraient pas constituer un frein à la mise en place d'une résidence alternée. SOS Papa participe aussi à la pénalisation des tenants les plus activistes d'un système qui discriminerait les pères. Michel Tison, président de SOS Papa, accuse le système socio-judiciaire étatique d'être sous influence des lobbies du féminisme athée et ajoute qu'une dangereuse perversion du féminisme est vite apparue et qu'il existe un militantisme féministe déviant, sexiste à outrance, à caractère pathologique. Les représailles à l'égard des féministes perdurent aujourd'hui. En avril 2017, des associations portent plainte contre Laurence Rossignol pour non-respect des lois et complicité dans la maltraitance des enfants et son positionnement critique du syndrome d'aliénation parentale. En novembre 2017, il est reproché à la Fédération nationale Solidarité Femmes de s'opposer à une proposition de loi sur la double domiciliation. C'est une manière déguisée de prioriser la résidence en alternance. En juin 2018, une newsletter de SOS Papa précise avoir identifié prioritairement 2 noms d'avocates et 2 noms de psychologues. Cette newsletter répond à un autre courrier qui avait pour but de constater si certaines pratiques particulièrement agressives d'avocats adverses ou de médecins et psychologues, voire d'associations de protection des mères, faisaient sortir à plusieurs reprises les mêmes noms. Donc, bref, ils fichent ceux qui aident les femmes. Ce phénomène n'est pas propre à la France. Dans Equality with a Vengeance, Moline Ragevich examine les stratégies des groupes de défense des droits des pères aux États-Unis pour saper les maisons d'hébergement et les services pour les victimes de violences conjugales. L'objectif d'exercer un contrôle plus ou moins explicite sur les femmes est associé à un autre objectif qui consiste à attaquer les féministes qui luttent précisément pour émanciper les femmes du contrôle des hommes. Le mythe selon lequel les accusations de violences sexuelles sur les enfants seraient majoritairement fausses, tout comme la théorie du syndrome d'aliénation parentale, se propage en France dès la fin des années 90. Il apparaît vraisemblablement en réaction à un contexte de dévoilement des violences sexuelles. En effet, le numéro vert de Viol Femmes Information est mis en place en 1986 et vous allez avoir notamment des documentaires ou des livres qui vont être diffusés à la télévision, des livres qui vont être publiés qui sont consacrés à l'inceste. Et puis il y a aussi la médiatisation, quelques années plus tard, de l'affaire Dutroux en Belgique. Cette diffusion est comprise dans le cadre de formations à destination des travailleurs sociaux judiciaires, dont l'École nationale de la magistrature, donc l'école qui forme les magistrats, est rendue possible grâce aux effets conjugués des actions médiatisées des groupes de pères séparés et divorcés, comme par exemple le collectif des pères de Pontoise, SOS Papa, les associations de défense de l'aliénation parentale, comme l'Alcalpa, et des publications d'Hubert van Giesegem, psychologue canadien d'origine belge, et Paul Bensoussan, psychiatre français et expert auprès des tribunaux. Hubert van Giesegem fait la promotion du syndrome d'aliénation parentale dès 1995. Dans le journal du droit des jeunes, il est régulièrement invité en Europe afin de former des intervenants qui seront confrontés à des situations de violence. Il intervient par exemple plus de 110 fois en France en 20 ans. Et voici un tableau de ses interventions en France, mais également en Belgique. Donc on voit bien que les moments où il est vraiment beaucoup intervenu, c'est entre 1995 et 2000. Voilà. Paul Bensoussan reprend dès 1999 les thèmes développés par Hubert van Giesegem et les diffuse auprès d'associations comme SOS Papa.
Donc j'ai essayé de catégoriser un peu leur discours. Après, ça demande à être affiné. Donc le discours antiféministe et sexiste que j'ai classé dans la déshumanisation, la culpabilisation des victimes, donc les mères co-responsables des violences, elles pousseraient les hommes au suicide, tout ce qui est naturalisation, le sexage, la folie, l'hystérie, la distinguer pour séparer, un homme violent n'est pas un mauvais père, la psychologisation, tout ce qui est syndrome d'aliénation parentale, fausse accusation, et puis l'usage aussi des statistiques. SOS Papa, par exemple, produit des statistiques, extrapole sur les chiffres des suicides des pères, instrumentalise les études, et ces militants ont aussi une préférence pour les conflict tactics scale, mais je ne vais pas forcément développer ici. Donc au niveau des autres stratégies, autant de violence à l'égard des hommes, justification des filicides. Avec Pierre Guillaume, nous finalisons un modèle, donc le titre est provisoire, qui illustre en fait le parallèle entre certaines revendications des groupes de pères, séparés et divorcés, et ce que veulent les hommes violents. Donc le voici. Donc l'homme violent, qu'est-ce qu'il veut? Maintenir le contrôle, exercer de la coercition quand il y a résistance au contrôle, assigner à résidence, interdire le déménagement, faire taire les victimes. Et puis on voit en face les revendications et puis ce qu'ont réussi à obtenir les groupes de pères. Donc la coparentalité sans garde-fou avec la loi du 4 mars 2002, qui est de plus en plus de condamnations pour non-représentation d'enfants, poursuivre éventuellement celles et ceux qui soutiennent les femmes. La résidence alternée donc imposable à la demande d'un seul parent, le déménagement considéré comme une entrave à la coparentalité et tout ce qui est fausse accusation et syndrome d'aliénation parentale. L'aliénation parentale a été critiquée en France pour son manque de fondement scientifique et les risques liés à son utilisation dans les tribunaux de la famille. De fait, le ministère français de la Justice, suite aux demandes de Laurence Rossignol, dans le 5e plan de lutte contre les violences faites aux femmes, a décidé d'informer les magistrats concernant les problèmes posés par l'utilisation de ce concept. Donc depuis, il y a une note qui se trouve sur le site intranet du ministère de la Justice depuis le premier semestre 2018. Malgré cette nouvelle directive, des éléments montrent qu'il est toujours mentionné dans des procédures civiles. Une enquête menée par nos collègues de Fémanvie montre qu'au Canada, le concept de l'aliénation parentale est à la hausse suite à l'invitation de ses collègues à intervenir lors d'un forum. Le forum est d'ailleurs disponible en ligne. Donc un forum consacré à l'aliénation parentale en avril 2018. Nous avons décidé avec Pierre de mener une étude empirique. Nous avons alors mené des entretiens avec des mères accusées d'aliénation parentale. Pierre Guillaume vous montrera tout à l'heure comment la mobilisation du syndrome d'aliénation parentale occulte la violence masculine. Donc j'ai essayé de vous montrer dans la première partie de ma présentation que la diffusion des discours antiféministes et misogynes diffusés dans la presse ou auprès des travailleurs socio-judiciaires pouvait avoir des conséquences dans les tribunaux de la famille. Donc il s'avère nécessaire pour nous tous de déconstruire justement ces discours. D'abord, je voudrais rappeler que la presse, qui reflète les normes dominantes, véhicule des discours qui occultent et minimisent justement la violence masculine. Je vous préviens, la prochaine slide est assez violente. Ainsi, après une analyse d'un premier corpus d'articles de presse couvrant la prise d'otage de Cestas en 1969, j'y retrouve de nombreuses tactiques et stratégies d'occultation déresponsabilisant l'assassin, blâmant la mère et accusant la justice. Des féministes vont alors intervenir pour dénoncer le traitement de l'affaire par les médias. Pour Dominique Fricher, étudiant le mouvement des hommes dans les années 90, les médias accueillent à bras ouverts ceux qui brandissent l'étendard de la révolte contre la victimisation des hommes. Et ici, vous avez une photographie, alors prise d'otage pendant 15 jours, l'homme s'enferme avec ses 3 enfants, il y a une enfant qui s'échappe, vous avez quand même un journaliste qui a réussi à prendre des photos à l'intérieur de la ferme, alors que la ferme était entourée par des gendarmes. Donc la photographie a été présentée dans un numéro spécial de Paris Match. Et la phrase « Au commencement, il y avait la douleur d'un père qu'un jugement provisoire de séparation a séparé de ses 3 enfants, Chantal, Aline et Francis. Micheline, sa femme, se plaignait qu'André fût violent, excessif, jaloux. C'était sa manière d'être un bon mari. Et cela ne l'empêchait pas d'être adoré de ses enfants. » Donc ce type de discours a fait réagir évidemment les féministes. Donc là, j'étudie la presse dans le cadre d'un Master 2. Donc je ne vais pas forcément développer là maintenant. Donc au moment du printemps des grues en 2013, les médias furent parfois bienveillants à l'égard des perchés, enfin des hommes qui sont montés sur les grues,
pour fois condamnés pour violence conjugale ou agression sexuelle. J'ai ici sélectionné un extrait d'un article dans France Bastia. Donc, le titre Bastia, 4 pères dans un clocher alerte sur le sort des papas en souffrance. Et en dessous, on voit bien la banderole antiféministe, la justice travestit les faits, le féminisme tue nos enfants et la démocratie. Donc on voit bien que les discours passent par l'intermédiaire de la presse. Il faut rappeler également qu'Internet a joué un rôle clé dans la multiplication des groupes de pairs en facilitant la communication entre eux d'un pays à l'autre et en favorisant la médiatisation de leur cause. Ces groupes permettent aussi aux hommes violents d'apprendre des techniques de contrôle des femmes. Internet facilite surtout le lobbying juridique auprès des députés et sénateurs. Donc là, j'avais envie de vous parler aujourd'hui de ce qu'on appelle l'astroturfing. Je pense que c'est intéressant à connaître. Et puis si je vous montre comment ça fonctionne, ça peut vous donner des idées pour fonctionner dans le sens inverse. Donc les militants mobilisent notamment l'astroturfing qui permet au mouvement, qui représente une infime partie des pères divorcés, de faire croire qu'il s'agit d'une revendication d'un mouvement plus important. Donc voilà comment il fonctionne. Donc par exemple, ils vont passer par un site, ça s'appelle le fil d'Ariane des parents, qui a été créé par SOS Papa. Donc je vous le montrerai tout à l'heure. Ils vont instrumentaliser les sondages et les études. Donc en fait, on peut voter plusieurs fois sur les sondages qui sont en ligne. Il suffit juste d'effacer les cookies. Et donc on peut voter 150 fois, etc. Donc ils vont saboter éventuellement les enquêtes en ligne des opposantes. Et puis, ils vont se multiplier, ils vont créer plusieurs pseudos pour inonder de commentaires pro-pairs les articles sur les sites web et harceler éventuellement les opposantes. Ils peuvent aussi créer de faux collectifs de pairs pour donner l'impression qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Ils peuvent aussi répondre aux appels à témoignages, et ça c'est incroyable, parce que quand les journalistes nous demandent ou font un reportage sur les séparations parentales, les mères ont du mal à s'exprimer, mais les pères, ils sont toujours là, ils ont toujours été avertis qu'il allait avoir une émission à la radio ou à la télévision. Et on reconnaît parfois des militants, c'est toujours les mêmes qui s'expriment. Donc ils diffusent sur leur web aux militants les informations sur les appels à témoignages, avec un éventuel coaching, qu'est-ce qu'il faut dire, donc parler du syndrome d'aliénation parentale, les fausses accusations, des mères qui s'éloignent à 850 000 km des pauvres papas, tout ce qui est non-représentation d'enfants. Donc là, c'est le fil d'Ariane des parents de SOS Papa. Donc ça permet d'aider les militants à écrire. Donc je ne vous ai pas tout mis, mais en fait, il y a... J'ai du mal à retourner en arrière. Voilà. Il y a des petits commentaires où on leur explique exactement quoi écrire. Donc ça va être sur la violence conjugale, ça va être sur le suicide des pères, etc. Donc tout est préécrit. Comme ça, ils n'ont plus qu'à recopier. Non, mais bon. Les députés se font avoir. Récemment, ils ont utilisé cette méthode et ont persuadé 11 députés qui ont copié-collé un mail qui a été envoyé le 12 novembre 2018, et ces députés ont alors déposé un amendement, l'amendement numéro 1516, le 15 novembre, à l'Assemblée nationale, pour prioriser la résidence alternée. Des militantes féministes, et notamment antimasculinistes, les ont alertés, et l'amendement a été retiré peu de temps après. Mais vous voyez, c'est un petit peu facile de manipuler les députés et les sénateurs avec ce type de méthode. J'ai un peu de mal avec le power. À partir de 2013, des alliances se sont nouées entre associations de mères et féministes, des alliances entre, par exemple, la Fédération nationale Solidarité Femmes, Oser le féminisme, SOS les mamans, puis Abandon de famille, afin de contrer les revendications les plus dangereuses pour la sécurité des femmes et des enfants, essayer, par exemple, d'insérer l'aliénation parentale dans la loi ou prioriser la résidence alternée. Et en 2013, on commence aussi à parler de mouvements masculinistes. Des groupes de veille et d'échange issus de différents courants féministes ont été créés pour suivre l'activité de ces associations et éventuellement renseigner les journalistes, afin de proposer une contre-narrative. Cette résistance à la rhétorique masculiniste peut s'appuyer sur des outils qu'il faut bien sûr réactualiser puisque les discours et les stratégies évoluent. Donc vous avez par exemple cet ouvrage contre le masculinisme ou cette petite brochure qui a été diffusée par l'intermédiaire du collectif national Droits des femmes. Et vous avez également l'incontournable Antiféminisme et masculinisme d'hier et d'aujourd'hui qui est paru au PUF. Simon fait partie des auteurs, ainsi que Pierre Guillaume et moi-même. Le réseau international des mères en lutte a été cofondé justement en 2014 dans le but de proposer une contre-narrative.
Recevant de plus en plus de témoignages de mères à l'étranger, nous avons changé notre nom au printemps 2018. Le choix d'intégrer Mères en lutte dans notre nom est une référence historique au comité Mères en lutte contre les viols incestueux fondé à Villeurbanne par des mères protectrices et le sociologue Léo Thiers-Vidal. En outre, ce terme est mobilisé aussi dans d'autres pays. Il y a des hashtags Mères en lutte, mais des hashtags Mères en lutte en italien, en espagnol, etc. Notre collectif, au début, prenait la forme d'un blog où nous décryptions les discours. Voici des exemples d'articles que nous avons publiés. Mais avant, je voudrais lire cette phrase de Mères en lutte. J'espère que je ne vais pas la pleurer en la lisant. Je trouve qu'elle est très émouvante et elle est encore d'actualité. Donc c'est pour nos enfants, pour leurs enfants, pour nos juges de demain, nos présidents, nos travailleurs sociaux, nos ministres, pour nos citoyens et pour tous ceux qui subiront encore, nous, Mères en lutte, sommes décidés aujourd'hui à nous battre, encore et encore, jusqu'à ce que nos enfants puissent un jour ne plus avoir peur. C'est toujours d'actualité. Et je trouve que le fait d'insérer le mot « mère en lutte » déjà rend hommage à Léo Thiers-Vidal. Et puis, ça montre aussi une dynamique. C'est que les femmes se battent. Elles ne sont pas seules, mais elles se battent. Donc voilà le type d'article que nous avons proposé sur le blog qui s'appelait le blog de Manderley Alex Ving. Donc une réponse à un article à une journaliste qui parlait de la résidence en alternance, sinon des statistiques et un témoignage sur la résidence alternée, des articles par rapport à une loi, on l'appelle la loi API, loi famille, qui visait à endurcir un petit peu la situation par rapport à la résidence en alternance. Un article sur le viol conjugal et la résidence alternée, parce qu'on peut avoir une résidence alternée après avoir subi un viol conjugal et devoir donc discuter autour d'un café avec son agresseur. La culture du viol ne connaît pas de trêve. Et puis des décryptages des discours des pères. Y a-t-il un veto des mères concernant la résidence alternée, ou les pères sont-ils discriminés par la justice? Décryptage d'un argumentaire SOS Papa, ou un compte-rendu d'une intervention de Dorothy Ducy aussi sur l'inceste, etc. Sinon, vous avez des petits outils sur le site avec par exemple un focus sur les violences post-séparation ou alors un décryptage du film Jusqu'à la garde. Donc j'ai décrypté le film Jusqu'à la garde et puis j'ai eu la chance d'interviewer Xavier Legrand par l'intermédiaire d'une autre association. Et donc l'interview, elle est sur le site. Elle est vraiment super intéressante à lire. Et en ce qui concerne le réseau international des mères en lutte, nous essayons de proposer des fiches outils, expliquer ce que c'est que la violence après la séparation, faire des comptes rendus de colloques. Par exemple, on a fait un compte rendu du colloque qui a eu lieu à Femme-Envie. Donc il y a les capsules, on a mis les capsules vidéo sur l'article. On fait aussi on essaye de faire parler des livres qui nous semblent intéressants. Donc par exemple, Abusive Ending. On a présenté aussi le livre d'Isabelle Côté et Simon Lapierre qui vous a présenté tout à l'heure. Donc on a intitulé l'article « J'avais peur que ma maman elle soit morte ». Sinon, on a trouvé une étude très intéressante en Angleterre sur les victimes de violences dans les zones rurales. Donc on a fait un petit topo, on a traduit une partie de l'étude et donc on la présente. On a rédigé aussi un article sur les filicides et sur l'étude de Joanne Ménière, un article pour présenter aussi ce colloque et faire un petit résumé de l'étude, de votre étude. Puis le dernier article, on a commencé à faire un compte-rendu de ce qui s'est passé à l'ECDV, European Conference on Domestic Violence. Voilà, donc c'est ce qu'on fait au niveau du blog. Et puis sinon, bien sûr, on répond à toutes les femmes qui nous contactent par mail. Donc j'essaye de toutes les appeler par téléphone. Et beaucoup de femmes nous contactent aussi de l'étranger. Et alors du coup, moi, je ne parle pas forcément portugais, mais je m'arrange avec des traducteurs pour pouvoir échanger par mail. Et puis nous réagissons aussi aux fake news propagées dans la presse. Par exemple, un média, La Voix du Nord, a interviewé le représentant d'une structure pro-SAP, expliquant que l'OMS avait reconnu l'aliénation parentale. Donc le journal titrait « L'OMS a reconnu l'aliénation parentale ». Donc on a immédiatement contacté le journal pour demander une rectification, ce qui fut fait. Et nous avons publié aussi un article qui s'appelle « Non, l'OMS n'a pas reconnu l'aliénation parentale ». Et cet article a été traduit en italien et en portugais et il est cité dans plusieurs articles en Italie. Et ça, ce sont juste les statistiques du blog pour vous montrer. Donc pour l'instant,
On n'a pas forcément beaucoup de personnes qui viennent sur le site, mais on voit quand même qu'il y a il y a quand même des personnes de l'étranger, du Canada, de la Belgique, de l'Italie, États-Unis. Le blog commence à tourner alors qu'on rédige en français. Enfin, voilà, c'est en français. Il faudrait peut-être qu'on traduise nos articles en anglais. Donc nous avons vu dans cette communication que les groupes de pairs s'inscrivent dans un rapport de pouvoir très concret entre hommes et femmes, ainsi que dans un rapport de force avec le mouvement féministe. Ils se mobilisent pour la place des pères en situation de post-conjugalité, privilégiant le thème de la victimisation, et leur discours influence les lois et les pratiques des travailleurs sociaux judiciaires. Ce qu'ils considèrent comme des avancées du droit de la famille permet de maintenir un contrôle coercitif sur les femmes après la séparation. Il est donc vital de proposer un soutien efficace aux mères séparées à leurs enfants, mais aussi de déconstruire tous ces discours. Il est également nécessaire de favoriser des formations féministes qui n'occultent pas les violences masculines et qui visibilisent la stratégie de l'agresseur. Les formations doivent également analyser comment les femmes et les enfants résistent à la violence, puisque les stratégies de résistance des femmes et de leurs enfants à la violence est considérée comme une pathologie et quelque chose d'anormal. La victime a besoin d'entendre que l'agresseur n'avait pas le droit de faire ça, que c'est criminel, qu'elle n'y est pour rien, qu'il faut l'aider à trouver les soutiens dont elle a besoin. Lorsque j'écoute le récit des femmes, je retrouve ce que décrivait si bien Nicole Claude Mathieu dans La raisonnement des femmes. Femmes, leur raison sociale, objet de raisonnement réducteur et réduite dans leur raison, soumises à persuasion ou raisonnées de force, souvent jugées déraisonnables, mais sommées de rendre raison, inspectées, contrôlées dans leur tête et dans leur ventre, tel un navire sa cargaison, son état sanitaire et son trajet, ainsi s'exercent par de multiples moyens sans tirer raison, l'arraisonnement des femmes. Merci.